Bonjour, j'aborde dans cette vidéo la question de la gouvernance climatique internationale, c'est-à-dire le cadre de négociation et d'engagement mis en place par la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention fut adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio et suit de 4 ans la création du GIEC, IPCC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, chargé pour sa part de fournir à intervalles réguliers un état des savoirs sur le sujet. L'objectif fixé par la Convention est le suivant. Il s'agit de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre pour empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. En pratique, c'est une hausse de la température moyenne de l'atmosphère de plus de degrés qui fut retenue ensuite comme plafond à ne pas dépasser, avant que l'accord de Paris, en 2015, ne mentionne l'importance de faire tous les efforts possibles pour maintenir cette hausse en dessous de 1,5 degré. Et comment parvenir concrètement à cet objectif ? Les négociations d'application de la Convention connurent en fait deux grandes périodes. La première s'étend de 1992 à 2009. La cible est claire, parvenir à un accord contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un accord concernant tous les pays, mais qui reconnaîtrait également que si ceux-ci ont bien des responsabilités communes, elles n'en sont pas moins différenciées au regard de leur rôle joué dans la genèse du problème, mais également dans leur capacité à contribuer à sa résolution. On s'approcha d'un tel accord avec le protocole de Kyoto, signé en 1997. Seuls les pays développés s'engagèrent à réduire leurs émissions, et des mécanismes s'apparentant à un marché du carbone furent imaginés afin d'y parvenir de manière flexible et efficace. Mais plusieurs pays refusèrent ensuite de ratifier l'accord. Les USA notamment l'estimèrent inéquitable et menaçant pour leur économie et leur niveau de vie. Fragilisé, le protocole entra néanmoins en vigueur en 2005 compte tenu du nombre suffisant de ratifications obtenues. La fin de ce protocole étant fixée à 2012, les négociations pour lui donner une suite démarrèrent dès 2007 avec une échéance fixée à Copenhague en 2009. L'ambition était désormais d'inclure tous les pays dans l'effort de réduction, et notamment la Chine, dont les émissions avaient considérablement progressé depuis les années 90. Il s'agissait également de fixer un plafond mondial d'émissions, de répartir des quotas d'émissions entre pays et d'en généraliser l'échange. Mais Copenhague se solda plutôt par un échec, pour de multiples raisons. Des divergences politiques, géopolitiques même, entre la Chine et les États-Unis, entre pays du Nord et du Sud. L'impossibilité de s'accorder sur une juste répartition initiale mondiale des quotas d'émissions, des ratés dans la conduite du processus de négociation. Cet échec marque la fin de la première période de la gouvernance climatique. Une nouvelle phase se met alors en place. La communauté internationale abandonne le principe d'un accord contraignant de réduction des émissions. Grâce alors à un accord obtenu entre la Chine et les États-Unis et à une intense activité diplomatique, les négociations aboutirent à l'accord de Paris en 2015. Celui-ci met en place un cadre de coordination des engagements de réduction, désormais librement déterminés par tous les États en fonction de leur situation. L'engagement des signataires est néanmoins de soumettre régulièrement des plans de réduction de plus en plus ambitieux et d'accepter des mécanismes de suivi et de transparence. L'accord vise à contenir le réchauffement en deçà de 2 degrés et si possible de 1,5 degré. Il prône à cet effet une neutralité carbone, zéro émission nette, à atteindre pour la seconde moitié du siècle. Il s'accompagne enfin d'un élargissement de la mobilisation au-delà des seuls États, avec l'appel à l'adoption de contributions volontaires de la part des acteurs privés et des acteurs publics infranationaux. D'un point de vue politique, l'enjeu devient alors d'entretenir une dynamique collective autour de cet objectif des 2 degrés, de relancer en permanence le renforcement des contributions, avec le concours de la pression de la société civile sur les États et les grands émetteurs. Cette gouvernance a bien sûr de nombreuses limites. Sa lenteur, dans la mesure où les négociations ne peuvent se clore que par consensus, le faible impact des engagements sur des émissions qui continuent à augmenter inexorablement, l'absence de prise sur les autres grandes arènes où se joue également une gouvernance de fait du climat, comme au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et enfin, un clivage nord-sud persistant sur les responsabilités différenciées, le soutien financier à l'atténuation et à l'adaptation, la prise en compte enfin des pertes et dommages déjà subis. Malgré ces limites, et même s'il ne faut pas tout attendre loin de là de cette convention, celle-ci demeure sans doute aussi indispensable pour plusieurs raisons. Pour maintenir la question du climat dans un cadre multilatéral,
pour orchestrer ce cercle vertueux des contributions croissantes et placer régulièrement les États devant leurs responsabilités et engagements, pour permettre aux petits États ou aux pays en développement de se faire entendre. Il est enfin possible de déceler quelques signes d'espoir. À la suite de l'accord de Paris, les débats ont commencé à se structurer plus concrètement autour de cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. L'Union européenne a été la première à s'engager dans cette voie avec le Green Deal de 2019 et il existe aujourd'hui une coalition pour la neutralité carbone regroupant acteurs publics et privés. Enfin, à Glasgow, en 2021, les pays signataires de la Convention ont mis un terme à l'hypocrisie majeure consistant à parler de la réduction des émissions de carbone sans jamais mentionner la combustion des énergies fossiles. S'il n'a pas été encore possible d'évoquer la sortie du charbon, au moins la réduction progressive du charbon a-t-elle été mentionnée, et plusieurs pays ont annoncé une sortie du charbon à moyen terme, voire du pétrole et du gaz. Pour approfondir cette question, je vous suggère la lecture de cet ouvrage de Stéphane Haïkout, Climatiser le monde, disponible en ligne et gratuitement sur le site des éditions Quae. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.